27 septembre de l'an 52 avant Jésus-Christ. La nuit a été longue. Hier, les armées gauloises se sont jetées sur le camp retranché romain. In extremis, les légions de Jules César les ont repoussées. Aujourd'hui, le proconsul romain attend la reddition de leur chef, Vercingétorix. La République romaine est en passe de soumettre la Gaule entière. Que de chemin parcouru par Rome, qui n'a aujourd'hui plus rien de la petite ville fondée par le légendaire Romulus 700 ans plus tôt. Par la force des armes, elle a d'abord conquis toute l'Italie, puis elle a été entraînée dans de nouvelles guerres de conquête par des généraux ambitieux. Après sa victoire sur sa grande rivale, la cité de Carthage, la Macédoine, la Grèce, l'Asie mineure et la Syrie sont à leur tour devenues des provinces romaines. Les victoires à répétition ont couvert d'or les généraux victorieux et peuplé Rome d'esclaves. Mais on ne dirige pas un empire comme on gouverne une ville, et la République semble dépassée par la réussite fulgurante de ses légions. Cette formidable expansion a bouleversé l'équilibre de la cité-État primitive. L'administration des nouvelles provinces, parfois distantes de milliers de kilomètres, est complexe et met à mal la vieille organisation républicaine. Car ces institutions n'ont presque pas évolué depuis ses origines. La réalité du pouvoir est toujours entre les mains d'une poignée de grandes familles aristocratiques qui emploient leur fortune à se rallier des partisans. Plus une famille compte de partisans, plus elle a de l'influence et plus elle a de poids dans les décisions politiques et militaires. C'est le système des clientèles. Mais au 1er siècle avant Jésus-Christ, cet équilibre des forces est en pleine mutation. L'économie est bouleversée. Les inégalités gagnent du terrain. Le mécontentement populaire dégénère en de violentes révoltes. La République vit dans une ambiance quasi permanente de guerre civile. Pour des hommes ambitieux et charismatiques, c'est l'opportunité de s'affranchir de la mainmise des grandes familles aristocratiques et de gravir les marches du pouvoir. Le peuple de Rome semble maintenant prêt à suivre celui qui lui promettra la paix civile, la stabilité et l'ordre. Un homme comme Jules César. En 58 avant notre ère, alors proconsul, il obtient un commandement militaire hors d'Italie, aux portes de la Gaule. Une excellente occasion de se tailler le prestige militaire qui lui manque et d'accumuler un formidable trésor de guerre. En moins de 8 ans, César soumet les nombreuses tribus gauloises, écrase le soulèvement de Vercingétorix et impose la loi romaine à la Gaule tout entière. À Rome, ce général ambitieux commence à inquiéter. Aussitôt la guerre terminée et arrivé à la fin de son mandat, il est sommé par le Sénat de rendre ses légions et de revenir à Rome comme simple citoyen. S'il obéit, il risque d'être écarté de la scène politique. S'il refuse, il se place lui-même hors la loi. Le 11 janvier de l'an 49 avant notre ère, il fait face au Rubicon. Cette rivière marque une frontière symbolique. Au-delà, la terre sacrée de l'Italie. Aucun général n'a le droit de la franchir sans avoir laissé ses armées derrière lui. César fait face à son destin. Il choisit l'illégalité et marche sur Rome à la tête de ses légions. Le sort en est jeté. C'est l'heure de vérité. Après avoir pourchassé les armées républicaines à travers toute la Méditerranée, c'est ici, sur ces pentes d'Espagne, que tout se joue. Le 17 mars 45 avant notre ère, à Munda, Jules César vainc l'armée républicaine et met fin à une terrible guerre civile, césarien contre républicain,
légion contre légion. Il a gagné son pari et rentre à Rome en vainqueur, se proclamant le véritable défenseur de la République. Mais rien n'est encore joué. Il lui faut maintenant légitimer son pouvoir. Sans jamais enfreindre la loi, il va rechercher les moindres failles et les exploiter à son avantage. En 49, il s'était déjà fait nommer dictateur. Cette magistrature dotée de pouvoirs exceptionnels est normalement faite pour faire face aux situations d'urgence. D'une durée légale de 6 mois maximum, César fait simplement rendre la sienne perpétuelle. Mais il ne s'arrête pas là. Il obtient aussi le droit de nommer les autres magistrats, les gouverneurs, les consuls et les tribuns, et bien sûr le commandement de l'armée. César cumule tous les pouvoirs et écrase la vie politique de sa présence. Il commande à des dizaines de milliers de légionnaires vétérans entièrement dévoués à leur général, nomme ses proches aux postes clés, a l'amour et le respect du peuple et surtout possède une fortune colossale. Le Sénat, sous contrôle, ne peut que constater la situation. Pour les anciennes familles sénatoriales détentrices du pouvoir depuis l'aube de Rome, César est un véritable danger. Dans les cercles restreints de l'aristocratie romaine, certains commencent à parler d'assassinat. En ce jour de mars de l'an 44 avant notre ère, alors que César se rend à la Curie où siège le Sénat, le maître de Rome est au zénith de son pouvoir. César semble invincible. 23 coups de poignard. César gît sur le sol de la Curie, assassiné en plein Sénat par une vingtaine de conjurés. Tous les autres sénateurs ont fui, de peur d'être soupçonnés de complicité. Chez les conspirateurs, c'est le flottement. Ils hésitent à se débarrasser de la dépouille dans le Tibre, puis abandonnent l'idée. Étonnamment, personne ne semble avoir prévu quoi faire une fois le dictateur éliminé.